Nouvelle heure d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres sommaires de ce journal. Le processus électoral suit son calendrier. La phase de campagne pour l'élection présidentielle est ouverte depuis minuit. Ce jeudi 15 octobre, elle prendra fin le 29 octobre à minuit. 4 candidats sont en lice: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Afine-Guessant et Bertin Kouadio-Konan. La CEI assure veiller au bon déroulement de la campagne. La cité administrative du plateau a fait peau neuve après 40 ans de service. Les tours à Hébé ont été entièrement rénovés. De nouveaux espaces de travail ont été créés. Le Premier ministre marquait officiellement ce jour leur remise en service. Suivait dans ce journal l'inauguration des taux jumelles du plateau. Et plus de 10 milliards de nos francs dans le portefeuille du ministère de l'Éducation nationale. Cette enveloppe octroyée par la Banque mondiale servira à renforcer l'exécution des projets de base de la politique de modernisation du système éducatif ivoirien. La campagne présidentielle est ouverte depuis minuit ce jeudi 15 octobre. Dans cette course pour le fauteuil présidentiel, 4 candidats sont en lice: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Afine-Guessant et Kouadio-Konan Bertin. Leur identité connue, apprenons-en un peu plus sur ces personnalités qui candidatent pour la plus haute magistrature de l'État. Leur portrait par Alexis Ouedraogo. Alassane Ouattara, né en 1942 à Dimbokro. À 20 ans, il décroche son baccalauréat. Grâce à une bourse américaine, il poursuit ses études aux États-Unis où il obtient un doctorat en sciences économiques à l'Université de Pennsylvanie. Il entre au Fonds monétaire à Washington en 1968 en tant qu'économiste. 5 ans plus tard, il est recruté à la BCAO dont le siège se trouve alors à Paris, avant d'être transféré à Dakar en 1978. En 1984, il retourne au Fonds monétaire international, dont il devient directeur du département Afrique, une fonction qu'il cumule avec celle de conseiller spécial du directeur général. Octobre 1988, le président Félix Houphouët-Boigny le choisit pour prendre la tête du comité interministériel chargé de l'élaboration et de la mise en application du programme de stabilisation et de relance en Côte d'Ivoire. Le 7 novembre 1990, à 48 ans, il est nommé Premier ministre. Après le décès du père fondateur, il retourne au FMI. Il revient le 30 juillet 1999, après 5 ans passés au FMI en tant que directeur général adjoint. Alassane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Après plusieurs tentatives de candidature à la tête de la Côte d'Ivoire, il accède à la présidence en 2010. Pascal Afine-Guessant, né en 1953 à Bois-d'Icro, dans le centre-est du pays. Il commence ses études primaires à l'EPP Hôpital 1 de Bongouanou. En 1973, il décroche le baccalauréat au lycée technique d'Abidjan. Membre de conseil d'administration, président de mutuelle, membre des bureaux exécutifs et commissions d'associations et de partis politiques, il rejoint le Front populaire ivoirien en 1988 et devient membre de la direction en 1990. Cette même année, il est élu maire FPI de la commune de Bongouanou pour un mandat de 5 ans. Il sera durant cette période vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessant occupe le poste de directeur de cabinet de Laurent Gbagbo et de secrétaire général adjoint du FPI. Ministre de l'Industrie et du Tourisme de janvier à octobre 2000, il occupe les fonctions de Premier ministre chargé de la planification et du développement de 2000 à 2003. Pascal Afine-Guessant est actuellement le président du Front populaire ivoirien. Henri Konan Bédié naît en 1934 à Daoukro. Président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, il fait ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, il poursuit ses études supérieures à l'Université de Poitiers en France. Ses années d'études sont aussi celles du syndicalisme. En 1958, Henri Konan Bédié assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. Il est ensuite nommé premier ambassadeur de Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Il occupe plus tard le poste de ministre des Affaires économiques et financières de 1966 à 1977. Il est élu député et maire de Daoukro. Il est également élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirige de 1980 à 1993. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, il accède à la magistrature suprême. Henri Konan Bédié dirige la Côte d'Ivoire jusqu'en 1999, où il est renversé par un coup d'État.
Kwadio Konan-Bertin naît à Lakota dans le sud du pays. L'aîné d'une fratrie de 6 enfants devient étudiant à l'université d'Abidjan. Titulaire d'une maîtrise d'allemand option communication d'entreprise, il se considère comme un pur produit de l'enseignement public ivoirien. Il intègre l'organisation de jeunesse du PDCI, fondée en 1991 par le parti de Félix Houphouët-Boigny. Kakabe mènera sa carrière politique au sein du PDCI-RDA. En 2003, il devient à 35 ans le président des jeunes du parti et obtient un siège au bureau politique. En 2011, il fait son entrée à l'Assemblée nationale, élu député de Port-Bouët jusqu'en 2016. Une première fois candidat à l'élection présidentielle de 2015, il arrive en 3e position. Cette année, il figure au rang des 4 candidats en lice pour le scrutin du 31 octobre. À présent, le portrait des candidats peints. Je vous propose de suivre dans l'élément qui va suivre l'ambiance qui régnait dans les différents QG des candidats. C'est avec Moussa Konaté. C'est le silence au siège du Front populaire ivoirien au Vallon dans la commune de Cocody ce jeudi 15 octobre. Aucune activité du candidat Pascal Afine-Guessant visible ce premier jour de la campagne présidentielle. Au QG de Konan-Kwadio-Bertin dit Kakabe à Cocody cité Les Perles, une réunion se tient. L'équipe prépare également le voyage pour Lakota, lieu où le candidat donnera le coup d'envoi de sa campagne. À la rue Le Pic à Cocody-Danga, ici, l'heure est à l'achat des gadgets. Des militants s'arrachent des pagnes, t-shirts, chemises, casquettes et bien d'autres objets à l'effigie du candidat Alassane Ouattara. À la maison du parti à Cocody Centre, des anciennes photos du président Henri Konan Bédié jonchent le mur. Pas d'ambiance donc au siège du PDCI. Aucun mouvement des militants n'est constaté à ce moment de la journée. Ouverte ce jeudi 15 octobre, la campagne pour l'élection du président de la République va prendre fin le 29 octobre prochain à minuit. Et cette campagne électorale est la dernière grande étape du processus électoral avant la date annoncée du scrutin du 31 octobre prochain. Les programmes seront déclinés et les discours se multiplieront d'un candidat à un autre. Les populations, elles, sont partagées entre inquiétude et optimisme. Elles appellent à privilégier la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Leur avis a été recueilli par Franck Kwadio. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre. C'est acté, elle était attendue. Un nouveau scrutin présidentiel et qu'à ce sujet, nous voudrons véritablement inviter toute la classe politique, les Ivoiriens en général et ceux qui nous font l'amitié de vivre sur notre territoire en particulier, de véritablement s'intéresser à cette campagne électorale et donc à l'élection présidentielle. C'est la seule voie par laquelle le pays peut s'en sortir. Et donc, nous sommes tout heureux d'apprendre que les élections auront finalement lieu le 31 octobre. Campagne électorale et discours programme de candidats au menu des jours à venir. Au-delà du déroulement de l'actualité politique, les populations souhaitent pour la plupart des personnes rencontrées un scrutin apaisé. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, à chaque élection, il y a eu toujours des tensions. Mais Dieu nous a gardés, on a pu faire des élections. Je pense que cette année encore, ce sera la même chose. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire d'être serein, de prier. Et puis les élections vont se passer tranquillement. Nous avons besoin de la paix. Et les candidats, moi, je demande à tous les candidats de venir présenter leur projet de société à la population. Et d'aller les sons de ces bruits-là, on n'a pas besoin de ça. Que c'est seulement pour la paix que nous tous, on laisse le passé. Oublions le passé et allons à l'essentiel. Si chacun doit regarder le passé, vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, tout ce qui est passé et allons. Nous sommes dans un bon pays. Vraiment, nous oublions tout ce qui est passé. Allons-y à la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ne détruisons pas ce que nous avons construit durant des années, avec tous les efforts de chacun et de chacun. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ce que nous devons retenir d'abord. L'apaisement, mais on garde à l'esprit le programme idéal à même de conquérir, selon certains, les suffrages. Bon, honnêtement, en tant que citoyen ivoirien, j'attends des candidats vraiment des programmes qui pourront satisfaire la jeunesse. Bien vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais vraiment des programmes qui pourront au moins apaiser un tant soit peu le chômage en particulier.
Vraiment, c'est aussi ce que moi j'attends particulièrement de celui qui va au soir du 31 qui sera président. Voilà. Et puis aussi le côté aussi de la santé. Les regards sont désormais tournés vers les acteurs politiques. La campagne présidentielle a commencé depuis ce jeudi 15 octobre à 0h. La paix en Côte d'Ivoire a un intérêt commun et l'Alliance des leaders religieux pour la paix veut établir la cohésion et le dialogue entre les acteurs politiques. Elle a rencontré pour cela ce jeudi le candidat du Front populaire ivoirien aux élections présidentielles, Pascal Afine-Guessant. La situation socio-politique actuelle était au centre des échanges. Jean-Marc Djadji. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-Guessant, a reçu les membres de l'Alliance des leaders religieux pour la paix. Ils ont ensemble échangé sur les échéances électorales. Vous le savez, le président Afi est un acteur politique majeur en Côte d'Ivoire et nous sommes venus lui transmettre un message de la part de l'Alliance des religions pour la paix. Et le président Afi a bien reçu le message. Nous avons écouté un homme déterminé à apporter sa contribution pour que la paix soit préservée ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et il est surtout ouvert au dialogue inter-ivoirien parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'asseoir autour de la même table, pour parler de notre pays. L'Alliance des leaders religieux pour la paix projette rencontrer tous les autres candidats pour le bon déroulement de l'élection présidentielle. À présent, cette brève portant sur la déclaration conjointe du PDCI et du FPI. Au cours de cette déclaration faite cet après-midi au siège du PDCI RDA, les candidats Pascal Afine-Guessant du FPI et Henri Konan Bédié du PDCI ont annoncé, et je cite, « Le processus électoral en cours ne nous concerne nullement ». Fin de citation. Ils ont également appelé leurs militants à ne pas prendre part au processus électoral. Les images de cette déclaration ne vous seront pas présentées car notre équipe de reportage a été éconduite. Cet arrêté interministériel émanant du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et du ministère de la Sécurité et de la Protection, il stipule la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national est prorogée jusqu'au 1er novembre 2020. Toutefois, les manifestations organisées dans le cadre de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ne sont pas concernées par cette mesure. Les manifestations ou rassemblements de personnes organisées par les partis et groupements politiques ou les associations légalement constituées dans les lieux fixes relèvent du régime de déclaration préalable, conformément aux dispositions légales en vigueur et demeurent soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Un communiqué signé le 14 octobre 2020 à Abidjan des ministres de la Sécurité et de la Protection civile et du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Un autre sujet, à présent, les grandes entreprises ont échangé ce jour avec le Premier ministre sur les conditions d'épanouissement du secteur privé ivoirien. C'était une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie ainsi que la Confédération générale des entreprises qui s'est soldée sur un satisfecit. Selon les parties, les points de vue ont convergé, surtout en ce qui concerne le paiement des créances intérieures. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. Cette rencontre a regroupé toutes les organisations représentatives du secteur privé et fait suite à la première entre le chef du gouvernement et les hommes d'affaires le 16 septembre passé. Le groupe de travail mis en place par les deux parties a élaboré une matrice de 13 points clés. Pour l'essentiel, ces points sont relatifs aux mesures d'accompagnement liées à la Covid-19, à la situation fiscale et financière des entreprises ou encore à la réalisation de 3 études portant sur des réformes structurantes. Pour nous, secteur privé, ce rythme de rencontre
à cette période précise de l'année, cette période précise de la vie politique de notre pays, qui est une période que nous savons très chargée, témoigne largement de la volonté du Premier ministre, de la volonté du gouvernement d'instaurer un partenariat dynamique avec le secteur privé. Au niveau de la dette intérieure, les efforts fournis par l'État ont été reconnus. À titre d'exemple, le secteur des BTP, dont les créances s'élèvent à 33 milliards de francs CFA, a vu une bonne partie de sa dette apurée. Même chose pour les établissements d'enseignement privés, auxquels l'État doit 34 milliards. Quant au remboursement des crédits de TVA qui culmine fin août à 39 milliards, le gouvernement maintient le pied sur le frein. Le secteur privé demande qu'un certain nombre de leviers soient actionnés pour accélérer les paiements. Il y a des points où on a une convergence de vues, on a des accords. Il y a des points qu'il faut approfondir et nous nous reverrons très bientôt pour donner des réponses précises au secteur privé et tout cela dans l'esprit de ce partenariat renforcé que nous avons appelé dès notre accession à la fonction de Premier ministre. Plusieurs autres points clés sont encore en discussion. Il s'agit entre autres des points liés au coût astronomique des contrôles d'instruments de mesure découlant de la Convention des délégations de services publics entre l'État et l'entreprise Côte d'Ivoire Métrologie. Il s'agit également du recouvrement par le district d'Abidjan auprès des télécoms et des banques de la taxe dite taxe sur les pylônes de diffusion des signaux de communication, dont les sommes avoisinent pour certaines entreprises le milliard de francs CFA. Nous vous l'annoncions dans les titres, la cité administrative de la commune du Plateau à Fière-Allure, les tours A et B ont été entièrement réhabilitées après 40 ans de service. Aujourd'hui, rénovées par l'État de Côte d'Ivoire, elles offrent de nouvelles ergonomies et beaucoup plus d'espace. Pour marquer leur remise en service, les tours jumelles du Plateau ont été inaugurées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le témoignage d'Abdoulaye Koné. Après 25 mois de travaux, les tours A et B de la cité administrative du Plateau sont maintenant opérationnelles. Mises en service en 1978, elles affichaient un état de dégradation avancé dû au manque d'entretien. Ces tours ont donc entre 35 et 42 ans d'âge, ce qui constitue un réel défi au plan de leur maintenance et de leur bonne exploitation. Aujourd'hui, de ce que la réhabilitation des tours A et B a permis de disposer de 19 000 m² de bureaux, 4 000 m² de locaux techniques, 6 000 m² d'espace de circulation, permet de loger dans ces deux tours 8 cabinets ministériels et 2 secrétariats d'État à la tour A. Cette réhabilitation a également permis de mettre à la disposition de la Banque africaine de développement, la BAD, la tour B, ce qui a permis d'éviter la délocalisation de centaines de collaborateurs de cette institution vers d'autres pays membres. Les tours A et B sont hautes de 19 niveaux chacune. Leur remise aux normes a mobilisé une enveloppe globale de 77,5 milliards de francs CFA. Les travaux ont permis la création de 550 emplois directs et 1200 emplois indirects. Quelques instants plus tôt, c'est le chef du gouvernement qui avait procédé à la coupure symbolique du ruban. Cet investissement important, c'est la traduction du respect et que le chef de l'État et la considération que le président a pour chacun des travailleurs et chacun de ses collaborateurs. Monsieur le ministre, je veux vous féliciter pour ce projet ambitieux. Ce projet qui a un impact rapide et un impact concret dans les conditions de travail de nos agents. De faire en sorte que les agents des autres tours puissent bénéficier de la même qualité de prestations que leurs collègues qui sont à la tour A et B. De faire en sorte que nos collaborateurs qui travaillent également à l'intérieur puissent bénéficier de programmes de construction de mini-cités administratives dans nos localités. L'exploitation des tours A et B se fera désormais à l'aide d'outils technologiques de pointe. En marge de cette inauguration, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est aussi rendu sur le chantier de la tour F. La 6e tour de la cité administrative sera la plus haute tour d'Afrique. Elle s'élancera dans le ciel d'Abidjan, culminant à 283 mètres et sortira de terre après 4 ans et demi de travaux.
Nous poursuivons avec cette autre activité du chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko participait par visioconférence ce jeudi à la séance plénière des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Il a été question de faire l'état de la conjoncture économique mondiale, des sujets liés à l'impact de la Covid-19 sur l'économie mondiale, la voie de la reprise et l'évolution du système financier international. Cette année, les assemblées annuelles se déroulent principalement en mode virtuel du 12 au 18 octobre 2020. Autre information, l'ambassadeur Alphonse Voo Saï a présenté ses lettres de créance au président algérien Abdelmajid Tebboune. Le diplomate ivoirien nommé en octobre 2019 a, à l'issue de l'audience avec le chef d'État ivoirien, exprimé sa fierté de représenter la Côte d'Ivoire dans ce pays ami qu'est l'Algérie. Il a solennellement invité les investisseurs algériens à venir nombreux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est un pays, selon lui, ouvert et de paix et un pays d'opportunités. En Côte d'Ivoire, la Chambre nationale des rois est désormais opérationnelle. Le projet de loi organique l'organisant a été adopté à l'unanimité par les deux chambres du Parlement ivoirien. Cette loi organique porte sur la composition, les attributions et le fonctionnement de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. Mahama Traoré. L'acte qui consacre le statut d'institution de la République à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient d'être posé. Mardi dernier, l'Assemblée nationale et le Sénat ont de concert adopté à l'unanimité le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. L'institution est désormais habilitée à exercer ses missions, entre autres la médiation pour la prévention et la gestion des conflits, la promotion des us et coutumes, du civisme et des idéaux de paix et de développement. Depuis 2014, la réhabilitation de la chefferie traditionnelle, la restauration de sa dignité est en cours. Grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, initiateur de tout ce processus et grand protecteur de cet organe de cohésion sociale, de médiation, de réconciliation, de règlement de litiges et conflits dans les villages et entre les communautés. Sa prodigieuse vision nous conforte dans notre volonté d'œuvrer à la promotion de l'idéal de la noble mission assignée à la chefferie traditionnelle, qui est de toujours participer à la construction et à la consolidation de la nation. Conformément à ses prérogatives, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a entrepris une tournée nationale de sensibilisation pour des élections apaisées du 3 au 12 octobre dernier. Le président du directoire de l'institution dresse le bilan de cette mission. Il résulte de la tournée nationale de sensibilisation que le peuple ivoirien tient fermement à la paix, à des élections apaisées avant, pendant et après le 31 octobre 2020 et ne veut en aucun cas revivre la guerre fratricide issue de la crise post-électorale 2010-2011. C'est en 2014 que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a vu le jour. Dans le domaine de la formation professionnelle, le ministère du Pétrole s'associe à l'École polytechnique de France pour la formation dans les filières pétrole et énergie renouvelable. Dans son application, les jeunes Ivoiriens pourront ici à Abidjan recevoir leurs cours en vue d'une spécialisation dans les énergies renouvelables. La convention actant cette collaboration a été signée par les deux parties. Les autres implications de ce contrat sont relevées par Jean-Luc Bangbo. Un pas supplémentaire dans la mise en place du hub franco-ivoirien dans l'éducation. Deux ministres pour une convention qui ouvre les portes de la prestigieuse école polytechnique d'ingénieurs français aux jeunes Ivoiriens désireux de se former dans un domaine clé, les énergies renouvelables. C'est vraiment la volonté de l'école polytechnique d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la formation de personnel hautement qualifié dans ces domaines-là. Et aussi, je crois, pour ce projet, il y a une vocation régionale et sous-régionale importante et qu'il faut, à mon sens, saluer également. Pendant ivoirien de ce partenariat, l'Institut polytechnique de Yamoussoukro. Ce master spécialisé ainsi que les autres projets nouveaux seront menés avec efficacité
à l'effet de contribuer à renforcer l'image d'un enseignement supérieur performant et crédible. Le choix de ce module au centre de cette signature de convention n'est pas fortuit. Cette formation porte sur les énergies renouvelables, ce qui est une chose plus qu'intéressante dans la mesure où nous sommes dans un contexte de changement climatique lié au réchauffement climatique et toutes les conséquences que cela sous-tend, notamment sur la santé, les infrastructures et l'agriculture. On aura un mix énergétique qui sera amélioré avec l'introduction d'énergies renouvelables, notamment solaires, éoliennes et autres. Cette convention donne ainsi une chance à tous les jeunes, quelle que soit leur situation sociale, de se former et de bénéficier d'un diplôme de qualité. S'ils devaient aller à Paris, ils auraient dû payer le billet d'avion, payer les frais de scolarité, ça aurait été élevé. Grâce à un soutien de l'État, la formation ici pour les jeunes diplômés sera d'environ de 300 000 francs CFA. Donc 300 000 francs CFA pour justement avoir la même formation que si vous étiez allé à l'École polytechnique de Paris. Le ministre Abdourahmane Cissé s'est réjoui non seulement de l'impact que ce partenariat aura sur le mix énergétique ivoirien, mais également sur la non-fuite des cerveaux ivoiriens à l'étranger. Dans un autre domaine de compétences, le BTP, 22 auditeurs formés pour la gestion des grands projets spécifiques au secteur du BTP ont reçu leur diplôme du master en management des grands projets. Didier Nguessa. Ils sont issus de la première promotion du Master Management des grands projets de construction de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ces étudiants de la promotion Pierre Fakori reçoivent leur diplôme de fin d'études. Ça a été 12 mois de formation, 6 mois de stage, enfin 6 mois de cours théoriques bien sûr, et après 6 mois de stage. Et j'encourage vraiment tous les professionnels du BTP à vraiment s'intéresser à cette formation-là parce que je pense que ça nous ouvrira certainement des portes. Cette formation est le fruit d'un partenariat public-privé signé en 2017 entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe de BTP PFO Africa en vue de former des ressources humaines qualifiées pour la réalisation de projets structurants. Le leadership, la capacité de prise de décision et d'initiative, la gestion d'équipe, l'anticipation, la coordination, tout cela s'apprend et c'est ce que nous recherchons. La création de ce master qui constitue le premier pas de la mise en place d'une chaîne de management de grands projets au sein de l'IPHP vient renforcer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins d'acteurs du secteur du génie civil. Ce type de partenariat public-privé est encouragé afin d'accroître l'employabilité des jeunes et mettre à la disposition de différents secteurs une main-d'œuvre qualifiée, bien outillée pour relever les défis et prendre une part active à la réalisation du projet. Le groupe de BTP a pris en charge la formation des auditeurs de la première promotion. Clyde Fakori annonce également la rénovation de la bibliothèque de l'INPHB à hauteur de 30 millions de francs CFA. Au ministère de l'Éducation nationale, la gestion des projets de base bénéficie d'un appui financier de plus de 10 milliards de francs CFA, une enveloppe allouée par la Banque mondiale pour accompagner la politique de modernisation du système éducatif ivoirien. Les explications de Franck Quadio. Démarrage de la distribution gratuite des manuels scolaires des élèves du CP1 et du CP2 et du contrôle électronique de la présence des élèves affectés dans le privé. Un projet de gouvernement soutenu par la Banque mondiale. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le PAGDS a déjà appuyé l'affectation en ligne des élèves à hauteur de 397 425 180 francs CFA. Le projet accompagne en outre le contrôle en ligne des élèves affectés dans les établissements privés à hauteur de 2 954 millions. L'affectation en ligne des élèves de 6e par les parents et le contrôle électronique de la présence des élèves affectés dans les établissements secondaires privés ont été regroupés sous le titre « Suivi électronique des élèves ». L'indicateur de résultats associé est le pourcentage d'élèves effectivement affectés dans les écoles privées et faisant l'objet de contrôle de présence électronique au moins tous les 3 mois. Naturellement, l'atteinte de ce résultat dépend d'une part de la réussite de l'affectation en ligne des élèves et d'autre part de la réussite du contrôle biométrique de la présence de ceux affectés dans les établissements privés.
La technologie au service du secteur éducation-formation, focus sur l'innovation apportée par ce projet avec ce nouvel outil. C'est la perspective d'une meilleure gouvernance des effectifs de l'enseignement privé. L'opérateur explique la méthodologie. Il fallait digitaliser, mettre en place un processus électronique où les étudiants allaient directement badger à l'entrée des établissements et qui allaient transférer les données instantanément au niveau de la direction de l'encadrement des établissements privés via les DREN et le ministère de l'économie et des finances. Cela fait en sorte que, premièrement, le fondateur reçoit sa décision de paiement au cours de l'année, donc possibilité de se faire payer rapidement pendant l'exercice académique. Pour le volet de la distribution gratuite des manuels, plus de 3 millions de manuels ont été réceptionnés. Le gouvernement a impliqué dans la stratégie d'opérationnalisation les parents d'élèves. L'idée est de réduire la fracture sociale et cela est apprécié. Les manuels arrivaient vraiment en retard. Les parents se plaignaient et nous on a fait le constat aussi. Voilà pourquoi les rapports sont montés et si Dieu merci. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens par GDS est un mécanisme qui a pour objectif renforcer la gouvernance économique. Il est basé sur le financement par les résultats et accompagne plusieurs départements ministériels et structures étatiques. Et nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Veillons au respect des gestes barrières et dans cette atmosphère électorale, privilégions la paix et le dialogue. Excellente fin de soirée chez vous.